Today we're starting a 3 sessions training around COVID-19. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la série de présentations qui seront divisées en 3 parties sur le COVID-19. Yeah. So you have 2 options. Either just join us as you always have Wednesday mornings and enjoy the lecture with question and answer at the end. Vous avez 2 options. Ou bien vous pouvez nous joindre comme auparavant tous les mercredis matin à 8 heures. Or registered with Aisha and Baha, and that's why I put up those emails up there for certification. Ou vous pouvez enregistrer ou envoyer un courrier à Aisha ou Baha pour pouvoir obtenir votre certificat à la fin de la série de présentations. If you decide to get the certificate, it will require taking a short evaluation, but in addition to the certificate, it will also include you in the Leader Clinicians Group. Si vous considérez à obtenir un certificat, on espère que vous pourrez remplir une évaluation à la fin des séries de présentations. Ceci va vous donner la possibilité, on va créer un groupe sur WhatsApp où on va déterminer des leaders des différents groupes à travers le pays et on pourra continuer à faire des échanges. Yeah, and I think, Kraf, you just said what I wanted to say in the next sentence, it will automatically provide this consultation and mentorship and kind of leadership group. Et ce que nous comptons faire, comme je viens de le dire, avec le groupe de WhatsApp, on va maintenir le contact et essayer d'établir des groupes de leaders à travers les différentes villes du pays, encore différents hôpitaux, pour pouvoir continuer avec les échanges. Lastly, after debating for a long time, we decided to use the contact directly from the COVID-19 education group at GESCIO. Et après beaucoup de débats, comme nous avons travaillé avec le groupe de GESCIO, et nous allons utiliser leur vidéo. Yes. The idea, of course, is that we'll all have the same approach across the country. Ceci va faciliter la même approche à travers le pays. However, we'll present with you an up-to-date in addition to whatever is in the video, because as we all know, we're talking about a novel virus and there are new findings on a daily basis. Et du fait que nous avons de nouveaux résultats, de nouvelles données, les éléments que nous allons présenter dans les vidéos peuvent ne pas être à jour, mais nous allons essayer à la fin de chaque présentation répondre à des questions ou encore apporter des éléments additionnels pour pouvoir compléter les vidéos. Le fait que il y a beaucoup de données qui apparaissent chaque jour. On va essayer de maintenir à jour les données. And I'm not sure if you mentioned that, Kraf, but every session we're going to have an expert who has been practicing and learning COVID-19 to provide this augmentation to the videos. Tous les mercredis, nous allons avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans la prise en charge du COVID-19, qui sera là pour répondre à vos questions et qui pourra ajouter d'autres éléments additionnels. And today, it is a pleasure to introduce Dr. Kraf Renard, who is both the president of Haiti Medical Education Project, HME, but also a practicing physician who's been working with COVID-19 for the past 4 months, so has become like a major
experts in the area. Et c'est un plaisir d'introduire Dr. Kwafona, moi-même, comme étant président de HME et également médecin pratiquant aux États-Unis qui, depuis 4 mois, participe dans la prise en charge et dans l'établissement des protocoles de prise en charge sur le COVID-19. So now I'm going to start. If you want to say anything else, I'm going to start with, I'll put up the modules, starting in module 1, right? Yes. On remercie tout le monde à travers le pays qui participe avec nous dans cette série de présentations. On va réserver les questions pour la fin et on va commencer avec les vidéos ce matin. Bonne écoute et bonne participation. All right, hold on. One second. Voilà. Hold on. I apologize. I think we got the white one. Yeah, okay. Just one, two. You got it from YouTube or from... No, I got it from them. Yeah. Okay. Here we go. Okay. Et spécialiste en santé publique et consultant au centre GIS. Je suis Dr Gabriel Timothée, spécialiste en santé publique et consultant au centre GISTIO dans le cadre du contrôle du COVID-19. Nous allons voir aujourd'hui la virologie sous forme synthétique du COVID-19. Vous savez qu'il existe pas mal de virus dans la nature et plus spécifiquement les coronavirus. Il y en a eu pas mal, il y en a qui sont bénins et d'autres un peu plus virulents. Et c'est ainsi qu'on a eu dans le temps pas mal de virus qui ont causé des épidémies à travers le monde. Nous allons voir le module 1 de la virologie. Et ceci va nous permettre de nous familiariser avec une variété de coronavirus. Alors disons que on a assisté à l'émergence d'un certain nombre de virus. Et la caractéristique, c'est que ce sont des virus à ARN qui contiennent une enveloppe protéinique et cette enveloppe se caractérise par des spikes qui sont comme des épines formant une couronne. Et l'élément primordial de cette enveloppe, c'est la masse lipidique,
C'est pourquoi ce virus, le coronavirus, est fragile aux désinfectants et aussi au savon, parce qu'il y a une liquéfaction, une sorte de dilution qui se fait à partir du savon, de la matière lipidique. Bon, le coronavirus a eu, comme on l'avait dit tantôt, une certaine diversité. Et la forme du corona, pourquoi on l'appelle coronavirus, c'est parce qu'il y a une forme de couronne. Il y a ce qu'on appelle les spikes, qui sont comme des épines qui donnent cette configuration de couronne au coronavirus. Le génome du SARS-CoV-2 qui induit la maladie qui est le COVID-19, ce génome a une similitude avec le SARS-1 et on a vu que la mise en évidence du SARS-CoV-2 a été réalisée en janvier 2020, plus précisément le 10 janvier 2020. On a mis donc en évidence le génome qui permet l'introduction au niveau de la cellule pour causer tous les dommages. Et ce virus a une caractéristique, je dirais, un tropisme particulier pour les voies respiratoires. Donc, ce virus a été séquencé, c'est-à-dire on a pu mettre en évidence le virus en Chine. Donc, le séquençage a été complet, le séquençage du génome, le 10 janvier 2020. Mais ces informations, au niveau, c'est-à-dire au niveau je dirais, génomique, permettent de mettre en évidence, de mettre en branle les vaccins, les traitements et des informations pertinentes qui peuvent permettre de prendre des mesures préventives contre la dissémination de ce virus. Alors, nous avons dit qu'il existe des similitudes entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2. Et cependant, on a pu assister je dirais, au comportement de certains virus, de certains coronavirus, mais qui sont bénins, qui ont une attraction particulière pour le tract respiratoire, et qui causent des maladies bénignes chez les enfants, des rhumes simples. On doit dire qu'il y a eu pas mal de coronavirus qui ont causé de grandes épidémies. C'est ainsi qu'en 2003, on a eu le SARS-1 et qui avait provoqué en 2003 une maladie respiratoire sévère très aiguë. En 2012, on a eu le MERS. C'est une épidémie qui avait éclaté en Arabie Saoudite, qui avait tué pas mal de personnes. Et on a eu, à partir de fin novembre, début décembre, en Chine, spécifiquement dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei en Chine, le SARS-CoV-2, qui a des similitudes avec le SARS-CoV-1, mais qui est beaucoup plus virulent. Et c'est cette entité c'est ce virus, coronavirus, qui va faire l'objet de cette présentation. Et ça, c'est SARS-CoV-2, ce virus. Alors, l'ancienne appellation, on l'appelait autrefois le 2019 nCoV. Maintenant, la maladie qui est induite par le SARS-CoV-2 et a été désignée, a été nommée le COVID-19. Tout ça, justement, c'est la maladie causée par le coronavirus et en l'année 2019. Et ce virus a provoqué dans le monde une pandémie. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'une épidémie circonscrite en Chine, surtout de la province de Hubei, mais on n'a pas attendu longtemps pour déclarer
le 11 mars 2020, une déclaration faite par l'OMS, qu'il s'agissait d'une pandémie. C'était d'abord une alerte qui se traduisait par une déclaration d'une urgence sanitaire. En même temps, à partir de mars, c'est devenu une pandémie, c'est-à-dire une épidémie qui concerne l'ensemble des territoires, l'ensemble des continents. Ce qu'on a remarqué, que ce virus, qui selon les informations avait été transmis par un animal, c'est la chauve-souris dans un marché où l'on vend des animaux sauvages, le marché de Wuhan, et qu'il y avait eu un autre petit animal, un vecteur qui s'appelait le pangolin. Mais on a vite compris que rapidement, la transmission de ce virus était humaine. C'était une transmission d'homme à homme. Sur ce slide, on peut voir que dès le début de cette épidémie, il y a eu à Wuhan 41 patients hospitalisés. Et le début de cette épidémie en Chine se circonscrit entre le 1er décembre 2019 au 2 janvier 2020. Donc, du 1er décembre 2019 au 2 janvier 2020, on a eu donc 41 cas d'hospitalisation. Mais dans la majorité des cas, comme vous pouvez le constater, ce sont des patients qui ont été contaminés au marché de Wuhan. Donc, la partie en rouge, où l'on voit un pic assez élevé, correspond au nombre de patients qui ont été contaminés au marché de Wuhan. Mais cette épidémie s'est vite généralisée pour devenir un phénomène exponentiel en Chine, et cette épidémie a gagné l'Europe, l'Amérique, d'autres pays d'Asie. Et finalement, à partir de mars 2020, l'OMS a déclaré qu'il s'agissait d'une pandémie, donc une épidémie mondiale. Nous allons voir après les modes de transmission, la dangerosité de ce virus, mais pour l'instant, nous arrêtons là à la présentation sommaire de cet aspect virologique. Des centres sociaux. Bonjour tout le monde, je me présente, donc je suis Bernard Liotto, médecin, un des fondateurs des centres GESIO, je suis responsable du programme de formation des centres GESIO. Nous allons continuer aujourd'hui dans la progression des modules de formation sur cette nouvelle maladie, donc Covid-19, qui est dû à un virus qu'on appelle le SARS-CoV-2. Au cours de ce module, nous allons nous adresser surtout à quelques données d'épidémiologie qui vont nous permettre de dire quelle est la dangerosité de ce virus, comment il se transmet, et plus spécifiquement d'envisager les différents modes de transmission, d'où seront déduites les précautions, évidemment, qu'il faut prendre pour se protéger contre ce virus. Comme vous le savez, la Covid-19 a débuté en Chine. Dans un premier temps, on a incriminé un animal qui s'appelle le pangolin, qui est un animal consommé et acheté surtout dans un marché très connu de Wuhan. Et l'hypothèse qui a été soulevée
au départ, c'est que le nouveau virus, qui est un des coronavirus méchants, il y en a 3, ça c'est le dernier qui est apparu, ce virus est présent surtout chez une espèce animale qu'on appelle la chauve-souris. Le virus SARS-CoV-1, c'est un coronavirus qui a précédé, et cela se passerait de la manière suivante. Le virus vit normalement chez la chauve-souris. L'individu peut se contaminer en consommant, en mangeant de la chauve-souris, ce qu'on fait dans beaucoup d'autres pays, on ne fait pas en Haïti, mais il y a beaucoup de pays où on consomme des chauves-souris. Ou encore, plus probablement, il y a eu une étape intermédiaire où cet animal qu'on appelle le pangolin, qui est présent au marché, l'animal sauvage vivant, se serait lui-même contaminé à partir de la chauve-souris et l'homme se serait contaminé en mangeant cet animal. Alors ça, c'est une hypothèse qui permet d'expliquer comment ce virus serait sorti du fameux marché aux animaux de Wuhan et aurait envahi la population en s'adaptant progressivement à l'homme. Cette hypothèse est récemment un petit peu controversée, puisqu'on trouve qu'il y a quand même un certain mystère qui ne sont pas éclaircis sur l'origine exacte du virus, puisque certains incriminent l'échappement à partir d'un laboratoire de ce virus, qui serait un accident de laboratoire, un laboratoire qui se trouve aussi en Chine, d'où le virus se serait échappé à la faveur d'un accident. Donc, ça c'est une autre hypothèse. J'avoue que cette seconde hypothèse est un petit peu battue en brèche et on préfère plutôt la première hypothèse. Mais rien n'est démontré quant à présent. Alors, je rappelle que donc, si peut-être il y a eu une étape animale qui fait que cette maladie est une maladie zoonique, c'est-à-dire qui provient d'une maladie qui est normalement, qui aurait dû rester chez les animaux, elle est passée donc de l'animal à l'homme, à la faveur de ce qu'on appelle un franchissement de barrière. Ça veut dire quoi? Que, en général, des virus, des microbes adaptés aux animaux ont de la difficulté à s'adapter à une autre espèce. Mais cette fois-ci, le passage s'est fait, et s'il s'est fait, il s'est fait bien, puisqu'on n'a plus besoin de l'animal, on n'a plus besoin de la chauve-souris, ni du pangolin pour expliquer l'épidémie actuellement. Autrement dit, si au départ c'était une zoonose, c'est-à-dire une maladie de l'animal, qui est passée à l'homme, actuellement c'est devenu avant tout une maladie humaine. Le virus passe très très bien et très facilement d'une personne à une autre. Sur cette première diapositive, j'ai mis ce qu'on sait du début de l'épidémie en Haïti. Comme vous pouvez voir, ce sont les tout premiers cas où on a déjà, le ministère de la Santé a pu établir que les cas diagnostiqués avec certitude, c'est-à-dire qui ont été confirmés par des tests spécifiques, il y en a 11 qui venaient de Pétionville, 8 de Delma, 5 de Fort-Liberté et chaque fois 2-3 autres cas venant ailleurs dans le pays. Ça paraît très peu, mais n'oublions pas qu'il s'agit du tout début, on est au 15 avril, et que c'est ce qu'on sait en fonction du nombre de tests qui ont été faits. La réalité, c'est qu'on est encore un peu dans le noir en Haïti. Nous ne savons pas, au moment où je vous parle, combien de personnes ont réellement été contaminées, puisque si vous ne faites pas des centaines ou des milliers de tests, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à Tiburon, à Moron, au Cap-Haïtien ou à Gonaïves. Donc, en tout cas, ce qui est certain, cette diapositive, c'est pour montrer que la maladie est bien présente en Haïti. On ne peut pas encore chiffrer, mais si vous regardez sur cette carte de géographie, là c'était au 21 avril, on était passé à 662 cas suspects, mais seulement 62 cas ont pu être confirmés par des tests de laboratoire. Parmi ces 62 cas, vous avez 38% de femmes, 61% d'hommes. Mais ça, dans tous les pays où ça a été fait, il y a une légère prépondérance des hommes sur les femmes. Pour vous montrer que le nombre de cas au début, il faut faire très attention. D'abord, savoir combien de gens ont testé, mais surtout, si vous regardez les courbes qui sont présentées ici,
vous avez la courbe du bas, c'est la courbe qui représente l'Espagne. Vous voyez que les tas de pays où vous aviez peut-être un cas, 2 cas, 20 jours après l'apparition, vous avez encore 3 cas. Brusquement, regardez la courbe de l'Espagne, on parle de 10, 85, on va arriver, au bout de 50 jours seulement après le démarrage de l'épidémie, on arrive à plus de 25 000 cas. C'est le même tableau que vous avez sur la courbe en bleu, qui représente l'Italie, où vous passez entre le J0, où il y a le premier cas, et puis le 50e jour, on est passé à 53 000 personnes contaminées. La dernière courbe incomplète que vous avez jusqu'en haut est plus près de nous. Ça se passe à Saint-Domingue. Et vous voyez que la pente de la courbe, c'est-à-dire la rapidité à laquelle la maladie progressait, après 21 jours à Saint-Domingue, on était passé de 2 cas à 202 cas. Et actuellement, on est à plus de 3000 cas à Saint-Domingue. Donc c'est pour vous dire que ce qui va se passer en Haïti, si ça prenait l'allure de ces courbes-là, ça veut dire qu'on en est vraiment tout à fait au début et que ça va être beaucoup plus sérieux par la suite. Je vais vous montrer aussi quelques exemples de projection. Alors, le docteur Pape a fait récemment une présentation où il s'est basé sur des statistiques établies par des épidémiologistes américains travaillant avec l'université Cornell, qui ont disposé de toutes les données de base en Haïti concernant l'étendue de la population, la répartition par âge, etc. Et ils ont fait, comme on a fait pour d'autres pays, des projections. Un premier fait dont ils ont dû tenir compte, vous voyez sur cette diapositive, c'est qu'en Haïti, nous avons une population qui est plutôt jeune. Nous avons 5% de la population seulement qui a plus de 65 ans. C'est un élément important, puisque comme vous le savez, un pays comme l'Italie, ou bien les autres pays européens, vous avez 20 à 25% de la population à plus de 65 ans. Et on sait que ces personnes plus âgées, donc, paient un peu lourd tribut, elles font des formes plus graves et il y a davantage de mortalité parmi elles. Donc, l'élément positif aurait donc été que pour Haïti, on devrait espérer peut-être d'avoir moins de formes graves et mortelles. Néanmoins, même en tenant compte de ces chiffres, vous voyez que sur cette courbe, les épidémiologistes ont prévu qu'on aurait le maximum, le pic de l'infection en Haïti se situerait vers le 15 mai, avant le mois d'août de toute façon. Et vous avez 2 courbes ici, la première en rouge qui montre le nombre de cas d'infection, et la courbe du bas qui vous montre le nombre d'hospitalisations avec un pic de personnes qu'il faudrait hospitaliser à ce moment-là, autour du 15 mai. Quand on regarde les chiffres qui accompagnent ces statistiques, on peut retenir qu'il y a 2 schémas possibles pour Haïti. Un schéma où on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas d'intervention, pas trop. Alors à ce moment-là, les épidémiologistes ont pensé qu'il y aurait peut-être 426 000 personnes qui auraient peut-être besoin d'hospitalisation au moment du pic. Et au moins 9 000 lits seraient nécessaires. Donc dans ce cas, qui serait le cas le pire, il faudrait s'attendre à avoir 17 000 morts en Haïti. Maintenant, dans le cas où nous agissons bien, activement, le mieux qu'on puisse en Haïti, il prévoit que, au lieu d'avoir 86% de la population qui serait infectée par le virus, on aurait 65% de la population. Ce qui en aurait comme conséquence un besoin de 313 000 personnes ayant besoin d'une hospitalisation et vraiment très nécessaire, au moins 7 500 lits pour pouvoir coucher les gens qui seraient très malades. Le nombre de décès dans ce cas s'abaisserait donc de 17 000 prévus à 5 700 morts. Mais dans tous les cas, c'est une perspective très grave, très sérieuse. On rappelle que New York, qui a une population de 10 millions d'habitants, il y avait déjà 5 700 décès
lorsqu'on a pris ces statistiques à New York. Ces nouveaux graphiques, je ne vais pas les détailler, ils vous présentent donc le nombre de lits et le nombre de cas qui auraient si on ne fait pas d'intervention. Et la courbe de droite montre que si on fait une intervention pour atténuer l'impact de l'épidémie, vous voyez que donc on aurait donc moins besoin de lits que dans le premier cas. En fait, disons un mot sur la dangerosité de ce virus. Quand on dit qu'un virus est dangereux, il faut tenir compte de deux facteurs principaux. Sa contagiosité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il peut se propager, et puis sa létalité. Alors voyons d'abord la contagiosité. La contagiosité, ça veut dire combien de personnes vont être contaminées à partir d'un cas. Donc si j'ai un cas de Covid-19 aujourd'hui, on a établi que ce qu'on appelle le R0, donc le taux de reproduction, le taux de contagiosité de la maladie est d'environ 3 personnes. Donc, à partir de un cas connu de Covid, on peut savoir à l'avance qu'il y aura environ 3 cas qui vont être contaminés par cette personne. Alors, ce n'est pas la contagiosité la plus élevée. Si on prend l'exemple de la rougeole, par exemple, la rougeole, c'est beaucoup plus de cas. Donc, on pourrait dire en termes de contagiosité, la contagiosité de la rougeole est plus grande, mais maintenant, ce qui va faire la différence pour la dangerosité, c'est le taux de létalité. Le taux de létalité, c'est-à-dire la capacité de nuisance de ce virus qui croit qu'il est chez vous, qui peut aboutir à un certain nombre de décès. Là, on n'a pas de chiffres assez vraiment certains sur la létalité du virus parce qu'il manque dans tous les pays une donnée de base. C'est combien de personnes en tout dans une population aura rencontré le virus ou a été contaminé. Mais il y a des estimations. On pense actuellement qu'environ 2% des personnes qui ont été infectées vont décéder. Donc, cette létalité, il faut bien concevoir que c'est une moyenne qu'elle va varier selon l'âge. Par exemple, pour les enfants, on sait que c'est très peu. 0,2%. Donc seulement un enfant sur 1000, 2 enfants sur 1000 vont décéder. Alors que pour les adultes, c'est 3,6% de risque. Et enfin, pour les personnes âgées, donc, elles sont beaucoup plus susceptibles, ça peut aller jusqu'à 15%. Nous avons sous les yeux, dans cette diapositive, des écarts entre les pays qu'on n'explique pas encore très bien. Par exemple, 2 pays européens, l'Allemagne, dans un pays, vous avez une létalité, donc 0,9% des personnes atteintes qui sont décédées, et pour l'Italie, qui est aussi en Europe, vous avez eu 8,6% des personnes qui sont décédées. Le virus se transmet essentiellement en contact direct d'une personne à l'autre. Mais contact direct, comment se fait ce contact? C'est essentiellement quand on se rapproche à moins de mètre de quelqu'un, que cette personne est infectée, elle va vous transmettre le virus par des gouttelettes. Les gouttelettes, en français on dit souvent les postillons, ce sont les petites particules de salive que vous émettez quand vous éternuez surtout, mais même quand vous parlez, vous avez un certain nombre de petites particules de salive qui vont, on appelle des postillons. C'est le mode essentiel de transmission. D'où la mesure que vous entendez partout, la mesure barrière. Mettez-vous à au moins 1 mètre, entre 1 mètre et 2 mètres de la personne qui est en face de vous si vous ne voulez pas que ces postillons arrivent sur vous. Il a été établi que la transmission aérienne réelle, donc c'est pas par les gouttelettes, mais par le vent, si vous voulez, par l'air, elle est très peu probable. Ne disons pas totalement impossible, il y a des cas particuliers qui nous laissent penser que dans certaines circonstances sur lesquelles on reviendra, on peut avoir une transmission par l'air qui pose des problèmes de protection un peu différents. Mais en gros, le mode de contamination, ce sont les gouttelettes. C'est un peu le même cas pour la grippe. La grippe se transmet de la même manière. C'est aussi des gouttelettes qui transmettent le virus de la grippe.
Maintenant, rappelons-nous que quand quelqu'un parle, ou éternue, ou tousse, les postillons en grand nombre, même s'il n'y a personne en face, il y a des objets. Si ça tombe sur la table que je maintiens là, si j'éternue et que j'ai le virus se dépose sur la table. Ça vous conduit au deuxième mode de contamination moins fréquent, mais qui est très fréquent aussi, c'est la contamination par contact, donc c'est la transmission indirecte. Donc, je reprends, personne à personne, c'est certain, surtout par des gouttelettes. Maintenant, contamination indirecte du SARS-CoV-2, c'est par des objets. Alors, un petit mot à nouveau sur la contamination aérienne possible, c'est simplement et surtout dans des cas où on fait des examens directement dans la bouche du patient, dans ses bronches, les médecins ou les infirmières qui vont pratiquer des bronchoscopies se réalisent à ce moment-là ce qu'on appelle des aérosols, donc beaucoup de particules petites qui vont dans l'air, qui peuvent flotter dans l'air pendant un certain temps. Mais ce n'est pas le mode habituel, donc la contamination par air. Sur ce graphique, on rappelle donc que ce n'est pas tout à fait la même chose. On prend l'exemple, par exemple, de la rougeole qui se transmet par aérosol, la varicelle aussi, mais la tuberculose. C'est-à-dire qu'un courant d'air peut emmener un bacille tuberculeux très loin, à des centaines de mètres. Donc ça, c'est la transmission par aérosol. Tandis que pour le Covid-19, on a dit que ce sont les gouttelettes, et là, il y a d'autres maladies qui se transmettent par gouttelettes aussi, par exemple la coqueluche, la diphtérie, sont des maladies qui se transmettent par gouttelettes, donc à la faveur des éternuements. Là, les gouttelettes sont en général tellement lourdes qu'elles vont retomber à 1 mètre, maximum 1,50 m. Sur cette diapositive, vous voyez, on a représenté de manière schématique la contagiosité de maladies comme la rougeole. Vous avez en haut à gauche, vous voyez qu'à partir d'une personne qui a la rougeole, cette personne peut être responsable de 15 à 20 personnes contaminées par elle. Alors que si vous prenez en bas l'exemple du coronavirus, vous voyez le fait que ce soit des gouttelettes et pas par l'air, vous allez avoir en moyenne 3 personnes qui vont être contaminées à partir d'une personne. Donc, je rappelle qu'il y a des cas d'exception. Si nous prenons le cas, par exemple, des bateaux, le Princess Diamond, des porte-avions, où vous avez eu beaucoup de gens contaminés, on pense que c'est des cas exceptionnels où peut-être les climatisations ont joué un rôle de dissémination par air. Mais ce sont des cas tout à fait exceptionnels, ce n'est pas le mode habituel de transmission de la maladie. Sur cette diapo, vous voyez simplement donc d'abord la différence de mortalité. Quand on parle de mortalité, vous voyez que les gens qui ont plus de 80 ans, ils ont 15% de risque de décéder du coronavirus. Les enfants, j'ai déjà dit, c'est moins de 0,2%. Et les maladies, les comorbidités, je reviens là-dessus, les maladies cardiovasculaires, si vous avez une affection cardiovasculaire, vous avez votre risque de décéder est de 10%. Si vous avez le diabète, votre risque est de 7%. Donc, comme je le souligne, la létalité, il y a une moyenne, mais en plus une évolution en fonction de l'âge. Et on a vu même parfois, selon les pays, la mortalité peut être différente. En général, beaucoup de gens qui ont beaucoup écouté la télé se sont mis en tête, ça ne touche donc que les personnes âgées. Détrompez-vous, les personnes âgées ont plus de chances de faire de formes graves, mais vous avez ici la diapositive qui vous montre ce chercheur chinois, ce ophtalmologiste, qui a le premier lancé l'alerte en Chine sur la maladie. Il a été mis en prison, après il a été relâché et il est décédé du coronavirus. Il avait 34 ans. Donc, en France, quand on présente les statistiques, il vous souligne que dans les services de réanimation, donc les formes plus graves, il y a quand même 30% des gens qui ont moins de 65 ans qui sont en réanimation. Donc oui, les personnes âgées sont plus exposées à des formes graves, mais elles ne sont pas des seules. Les femmes enceintes, pas grand-chose à dire pour l'instant. On pense qu'il n'y a pas de transmission mère-enfant, mais on ne sait pas encore beaucoup de choses. Par contre,
ce que l'on sait, c'est qu'une fois que le bébé est né, le bébé exposé à une mère qui a le coronavirus peut quand même l'attraper de sa mère par voie aérienne, donc il y a des précautions à prendre. Les enfants, on ne sait pas pourquoi, mais on est assez rassuré en général. Il y a des enfants qui sont morts du coronavirus, soyons sérieux. Mais en gros, par rapport aux adultes, vraiment, ils font très rarement des formes sévères, des formes graves. Alors, la mission des centres de prise en charge, elle va changer en fonction du stade de l'épidémie. Au début de l'épidémie, la préoccupation est d'endiguer, barrer corona, c'est-à-dire empêcher que la maladie rentre. Alors, dans ce cas-là, on essaie d'isoler tous les cas qui viennent de l'étranger qu'on a pu déceler et de les mettre hors du circuit habituel pour ne pas contaminer d'autres. Dans un deuxième temps, la maladie s'est installée dans certains quartiers, dans certaines villes, et là, on aura à gérer les patients symptomatiques. Symptomatiques, mais dans les centres de niveau 1, on va s'arrêter aux symptomatiques pas trop graves. Dans la troisième phase de l'épidémie, la tâche sera plus élevée, parce que là, l'épidémie sera généralisée, et il faudra vraiment garder à la maison un maximum de gens, et on verra dans quelles conditions. En conclusion, le coronavirus nous apporte une maladie potentiellement sévère, grave, qui bouleverse tous les pays du monde, et déjà Haïti, bien que nous en soyons simplement au début de l'épidémie. La maladie est plus grave chez les personnes âgées. Nous avons seulement 5% de personnes âgées, mais faites 5% sur 12 millions, vous allez voir quand même le potentiel de gens qui sont plus exposés aux formes graves. Chez les personnes de moins de 65 ans, il y a aussi des atteintes sévères avec des pneumonies, des cas qui vont nécessiter une réanimation pulmonaire qui nous font penser que vraiment on doit prendre les choses au sérieux. Et la première mesure que je rappelle, c'est les mesures barrières individuelles que tout un chacun doit appliquer. Merci de votre attention. On va prendre une pause. Nous avons une troisième présentation, mais d'abord, on voudrait demander à l'assistance s'il y a des questions en rapport avec les deux premières présentations sur l'épidémiologie de la maladie. Comprenez bien d'abord que cette présentation a été réalisée depuis tantôt 2 semaines ou environ 1 mois. Il y a des modifications dans les données. Probablement, on a peut-être plus de cas en Haïti qui a été recensé avec l'augmentation de la capacité de réaliser ces tests. Donc, si vous avez des questions, on va les prendre. Sinon, je vais vous demander, on a une autre présentation qui va durer environ une vingtaine de minutes, si on doit continuer avec la présentation clinique. Gareth, they are on mute, I think. Can you unmute them? Actually, I was mute, but Aisha is responsible for everybody else's. Is Aisha there? Oh, no, I unmuted everybody. Okay. Vous pouvez parler. Si vous avez des questions, vous pouvez poser la question. Bonjour. Okay. Okay. Gareth, this is just to continue with the third presentation. Okay. Hold on 1 second.
à tout le monde. Vous assistez aujourd'hui à une présentation sur la prise en charge de cette maladie qui fait rage, la COVID-19. Dans le cadre des différents modules qui adressent la formation des travailleurs de santé sur la prise en charge des patients qui seront atteints, nous allons voir aujourd'hui le module numéro 3. Alors, l'objectif de ce module est d'adresser les questions suivantes. Comment se fait l'accueil d'une personne qui arrive dans un centre de santé très général ou un centre de santé qui s'adresse spécifiquement aux patients Covid? Comment il faut dès le départ faire suivre un circuit particulier à toute personne qui est suspecte d'avoir ce nouveau virus? Enfin, comment débuter la prise en charge des patients qui seront atteints du Covid-19? En premier lieu, nous devons rappeler que la maladie Covid-19, elle ne se déclare pas le jour où même vous avez attrapé le virus, mais il y a ce qu'on appelle une période d'incubation. Période d'incubation, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est le temps qui s'écoule entre le moment où vous avez été contaminé et puis le moment où vous commencez à avoir des symptômes. Pour le Covid-19, cette période d'incubation, on estime qu'elle va de 2 à 14 jours. Mais retenons sur un plan pratique que la majorité des patients, ils vont avoir des symptômes qui apparaissent à peu près au 5e jour après la contamination. Ça n'exclut pas des cas isolés, bien sûr, vous avez des extrêmes. On peut avoir des gens qui vont avoir une manifestation jusqu'à 24 jours après qu'ils aient rencontré et été contaminés par le virus. Alors, pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un patient suspect de l'infection COVID-19, on va rappeler que cette maladie a beaucoup de manifestations possibles, mais il y en a certaines qui sont plus fréquentes que d'autres. On va donc se baser sur ces manifestations les plus fréquentes. Donc, vous pouvez avoir un patient qui n'a rien du tout, qui est porteur du Covid, on parlera de patient asymptomatique, donc il n'a pas encore de manifestation. Vous avez des patients qui sont aussi symptomatiques, qui ont 1, 2 ou 3 symptômes, et vous avez des patients qui vont avoir toutes sortes de symptômes, dont le symptôme le plus sévère, le plus grave et le plus fréquent, qui est la pneumonie. Alors, je vous ai donné le spectre clinique, mais comprenez bien que nous, on s'intéresse au dépistage du cas suspect aujourd'hui. Donc, les symptômes qui vont nous aider surtout, c'est la fièvre, la toux. En général, il s'agit d'une toux sèche, mais quelquefois, le patient peut quand même avoir une toux productive. La toux sèche, donc c'est une toux qui ne ramène pas de sécrétion, alors que la toux productive, la personne a tout de suite envie d'expectorer, de cracher. Troisième signe, donc vous avez d'abord la fièvre, la toux, et le troisième signe le plus commun, c'est la dyspnée. La dyspnée, c'est quoi? C'est une difficulté plus ou moins importante à respirer. Ça peut être une petite difficulté simple, une simple gêne, mais ça peut aller jusqu'à une détresse respiratoire. Au début, le patient n'est pas en détresse. Donc, on va repérer ces 3 signes, fièvre, toux et dyspnée, c'est-à-dire petite difficulté à respirer. Dans l'ensemble, il faut voir que dans la population totale des gens qui vont être malades du Covid-19, 80% des gens vont avoir des formes légères et 15 à 20% des patients vont avoir une forme sévère. Parmi ces 20% les plus sérieux, il y en a quand même 5% qu'on dira d'emblée qui sont critiques, c'est-à-dire ils sont tellement malades que leur pronostic vital est engagé. Ces 5%, je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est ceux qui aboutissent en général dans les services de pneumologie où il faut leur faire une ventilation assistée.
Alors, revenons donc vers ces premiers symptômes du Covid. D'abord, la fièvre. La fièvre, il faut la dépister. Le plus souvent, on va mettre dans l'unité de santé, on va mettre des thermomètres distants, c'est-à-dire des thermomètres qui ont comme un rayon laser. C'est pas un rayon laser, c'est un rayon infrarouge. On se rapproche du patient, mais on ne le touche pas. Et en pressant simplement sur la gâchette de cet instrument, on prend la température du patient. Donc, tout patient qui est décelé avec fièvre, qui a 38, plus de 38 de température, est déjà considéré suspect. Maintenant, on lui pose tout de suite la question au patient, est-ce que vous toussez? C'est le deuxième symptôme. Est-ce que vous toussez? Alors, les deux symptômes, là, vraiment, tout de suite, il y a déjà des mesures à prendre. Le troisième, j'ai déjà dit, dyspnée, ces trois symptômes étant présents, de toute façon, il y a des gestes à faire d'emblée par l'agent qui a opéré ce patient. Nous avons déjà vu que les symptômes peuvent apparaître en moyenne 5 jours après que la personne ait été contaminée. Donc, vous avez vu que cette première étape, qui a lieu très tôt par un agent de santé ou une infirmière qui est dédiée à ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire un triage précoce, pour dépister les gens qui ont ces symptômes. Une fois qu'on a dépisté ces trois symptômes principaux, le patient va être considéré comme suspect. Et dès qu'il est considéré comme suspect, l'agent de santé doit savoir que le patient va être contraint à suivre un circuit à part. Qu'est-ce que ça veut dire un circuit à part? Vous êtes dans un centre de santé qui voit toutes sortes de malades, on a repéré quelqu'un qui est suspect de Covid, eh bien, il ne va pas aller dans la même salle d'attente où il y a des patients qui n'ont pas du tout de Covid, au risque d'aller contaminer ces autres patients ou le personnel de santé qui n'est pas prévu. Donc, avant même que le patient s'engage dans ce circuit Covid, l'agent de santé va lui remettre un masque. On va lui mettre un masque chirurgical, on appelle aussi masque médical d'ailleurs, c'est la même chose. Pourquoi? Il faut que ce patient qui va peut-être éternuer, tousser, ne puisse pas envoyer ses postillons et contaminer les personnes qui sont en face de lui. Donc, premier geste, c'est mettre un masque à ce patient suspect. Et puis, à partir de là, l'agent va déjà recommander à la personne de se laver les mains. L'agent aura respecté une certaine distance, 1 mètre, 1 mètre 50. Il va donc donner d'assez loin le masque, expliquer au patient qu'il doit mettre ce masque. Et on va amener le patient suspect dans un endroit prévu pour cela, où une infirmière particulière va venir le voir et faire un prélèvement. Un prélèvement pour diagnostic, voir si on peut confirmer ou non la suspicion de cas. N'oubliez pas le plus important, il faut exiger du patient qu'il aille plus loin dans le centre, qu'il porte le masque. On ne peut pas accepter que ce patient qui tousse, qui éternue, puisse aller contaminer d'autres patients ou le personnel de santé. Donc, je reprends. Dès l'arrivée au centre de santé, on doit s'organiser de manière à ce qu'on fasse une reconnaissance et une identification des cas suspects. Deuxièmement, qu'on procède immédiatement à l'isolement du patient du circuit habituel, à l'obligation qu'il prenne un circuit prévu pour ça, qu'on va appeler circuit Covid, et puis on va s'assurer qu'il respecte toutes les mesures que vous connaissez sur le contrôle des infections et sur les différentes précautions pour empêcher la contamination par ce patient. Alors, si on veut revenir sur ce problème de reconnaissance précoce, il est évident qu'avant que l'agent puisse procéder à une reconnaissance, il faut qu'il ait lui-même été soumis à une formation, un entraînement. Donc il faut s'y prendre à l'avance. Chaque centre de santé doit préparer et former ses agents. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'épidémie, la vigilance de tout le monde doit être renforcée. Il faut avoir déjà prévu aussi
Deuxième étape, dès que le patient va arriver dans la salle d'attente prévue pour lui, qu'on aura des questionnaires qui sont remis par le ministère de la Santé, où il y a un certain nombre de questions qui vont être posées à ce patient, à savoir est-ce qu'il avait voyagé, où il a été. Enfin, il y a quelques questions sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. On est dans une phase qu'on appelle la phase de triage. À tout moment, les agents qui vont intervenir, que ce soit l'agent de santé de départ, le personnel d'accueil à la salle d'attente et l'infirmière, ils vont tous être obsédés à tout moment par la nécessité de prendre des précautions standards. Les précautions standards, c'est le respect d'une certaine distance toujours avec le patient, 1 à 2 mètres, mettre des gants si on va toucher au patient, avant de mettre les gants, se laver les mains, et penser à se relaver les mains quand on va enlever les gants. Le personnel doit mettre lui-même aussi, on a déjà mis au patient un masque, le personnel ne doit pas approcher du patient sans avoir mis un masque chirurgical. Des lunettes, puisque c'est un patient qui tousse et qui peut éternuer, les lunettes vont protéger contre les projections dans les yeux. Il faut que tous les agents qui vont intervenir s'entraînent à ne pas se toucher les yeux, le nez et la bouche, que ce soit avec leurs mains libres, que ce soit avec les gants, pour ne pas porter le microbe qui est probablement chez ce patient-là directement sur leur muqueuse. Il est d'ailleurs conseillé, quand on va former l'équipe qui va prendre en charge les Covid, d'avoir un nombre limité de trieurs, d'agents de santé formés au triage, pour qu'il y ait le moins grand nombre de personnes qui vont être exposées aux patients suspects de Covid. Ça permet en même temps, donc, d'une part, d'exposer moins de personnel et d'autre part, de faire aussi une certaine économie sur les équipements de protection. Comme vous savez, partout dans le monde, on a des difficultés à renouveler, à pouvoir acheter des équipements de protection, donc il faut les économiser. Quand on parle d'isolement de patients, en fait, l'isoler, c'est pourquoi? C'est avant tout pour se protéger des gouttelettes. Ce qu'on appelle les gouttelettes, ce sont les postillons que le patient peut émettre, soit en éternuant, soit tout simplement en parlant à une personne qui est à moins d'1 mètre de lui. Si l'idéal est de mettre le patient dans une salle seul, mais nous savons bien que ce ne sera pas toujours possible. Alors, quelle alternative? C'est ça d'avoir une salle où on n'accueille que des patients suspects de Covid. Donc, on va appeler, par exemple, cette zone de patients en attente. Une autre alternative, si on n'est pas vraiment équipé, c'est de demander aux patients d'attendre encore un peu dehors, qu'il y ait une salle libre pour le mettre, mais en aucun cas, il ne faut introduire le patient suspect dans une salle d'attente prévue pour les patients. On peut aussi dire au patient, s'il a un téléphone cellulaire ouvert, on va pouvoir l'appeler, communiquer avec lui sans être obligé d'aller tout auprès du patient, des instructions ou des recommandations. Les précautions contre donc ces fameuses gouttelettes qui sont émises par un patient qui éternue, qui tousse ou qui simplement parle, on appelle cela pratiquer l'hygiène respiratoire. L'hygiène respiratoire, c'est tout simplement ce que et puis surtout laver les mains à chaque fois que cela est nécessaire. Donc avant de toucher le patient, après avoir touché le patient, avant de mettre les gants au moment où on revient maintenant vers le patient et vers qui est en face d'un agent maintenant qui est là pour voir est-ce que ce patient est réellement suspect. Il y a eu un premier tri qui fait. On va reposer les mêmes questions. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez de la fièvre? Etc. Mais on va surtout commencer à poser d'autres questions. On va demander au patient pourquoi il était venu. Quel est le motif? Pourquoi il était venu au centre?
Et puis, on va et on aura déjà noté qu'avec le thermomètre à distance, il a ou il n'a pas la fièvre au moment où on lui parle. Alors, je vais vous reprendre ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, c'est un résumé de tout ce qui a été dit jusque-là sur le chemin que doit suivre un patient qui vient pour la première fois au centre avec des symptômes qui en font un cas suspect de Covid. Si vous regardez sur ce diagramme, vous voyez donc on a résumé un peu les différentes étapes. La première étape, vous voyez qu'il s'agit de détection précoce du cas suspect. Elle commence par l'entrée, dont j'ai déjà parlé, dans l'institution, lavage des mains de tout patient qui arrive à l'institution, qu'il soit suspect ou pas, et on est arrivé au triage. Le triage, c'est déjà un poste avancé où on a donc posé des questions sur la respiration, la fièvre, etc. Est-ce que les premières questions qu'on a posées permettent de dire que ce patient a une infection respiratoire aiguë? Si le patient ou si l'agent est convaincu que c'est oui, donc il aura déjà donné le masque et il aura procédé à l'isolement du patient. Si c'est non, eh bien, le patient va être orienté dans le circuit dit normal, c'est-à-dire des autres patients qui ne sont pas suspects. Il est exclu de la suspicion. On revient à la deuxième phase, classement. Oui, c'est un cas suspect, alors il faut tout de suite remplir un questionnaire épidémiologique et penser à se mettre en contact avec la direction, la DERL, qui est l'agence du ministère de la Santé qui s'occupe de la surveillance épidémiologique. Cette agence va déléguer, si l'institution n'est pas équipée déjà, va vous déléguer une infirmière spéciale qui va venir faire un prélèvement pour la recherche de l'agent du Covid-19. Mais si on est dans une institution, par exemple ici, vous êtes à la clinique de Gessio, les infirmières ont été formées, il y a une infirmière qui va venir tout de suite elle-même faire le prélèvement. Le but de ce prélèvement est de dépasser le stade de suspicion, de savoir est-ce que vraiment le patient a une infection. L'étape suivante, donc, on a fait le prélèvement, on a déjà interrogé sur les symptômes du patient. Maintenant, il faut faire une catégorisation, une orientation de ce patient. Oui, il est suspect, mais est-ce que c'est un cas grave? Est-ce que c'est un cas modéré? Est-ce que c'est un cas qui est léger, qui n'a que 2 symptômes, par exemple, il tousse et il a un peu de fièvre, ça s'arrête là. Alors, selon les réponses que va apporter le prestataire de santé, donc on va déterminer dans quelle structure sanitaire il va être mis en charge. Comme vous voyez donc, il y a des structures qui sont habilitées déjà Covid-19. Tant qu'il s'agit de patients pas graves, on peut même dans ce centre de santé comme ici par exemple Gessio, garder le patient, mais si on a des signes de gravité, c'est-à-dire le patient a de gros problèmes de respiration, des grandes difficultés à respirer, si le patient a ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire que le patient nous dit qu'il est hypertendu, qu'il est diabétique, qu'il a un surpoids, ou qu'il avait déjà des maladies respiratoires, tout ça fait que ce patient, on peut estimer qu'il va avoir besoin de soins très spécialisés, donc on ne va pas le garder longtemps au centre de niveau 1, par exemple ici au Gessio, et on va maintenant passer à un appel à la division donc d'épidémiologie du ministère et surtout à son unité qui est le CAN, le Centre ambulancier national, de manière à ce que ce centre ambulancier puisse récupérer le patient qui est très mal pour l'emmener dans un hôpital ou un centre de santé de niveau 2, où on a des équipements et la capacité de réanimer vraiment ce patient. Donc, nous avons parlé des cas graves qui devront être référés à un centre de niveau 2, on fait venir l'ambulance de la CAN. Les cas qui sont simples, pas trop avancés, que l'on va garder dans le centre de santé. Et puis, il y a maintenant
les cas qui sont vraiment tellement légers qu'on peut estimer qu'ils peuvent aller à domicile. Alors, aller à domicile, c'est pas simplement dire au patient, on met dans la caillou. Il faut que ce patient reçoive un conseil appuyé de comment il doit se comporter chez lui. Il faut lui donner une dose de masque pour qu'il n'ait pas contaminé les membres de sa famille ou les gens qui vivent avec lui dans la maison. Ça, c'est une étape importante aussi. Pour le moment, on est au tout début de l'épidémie. On va essayer de ne pas renvoyer les patients chez eux tant qu'on n'a pas eu la confirmation, le test de confirmation. Et quand on aura bien évalué. Il existe d'autres algorithmes, je ne vais pas les détailler. Par exemple, ici, vous avez un algorithme qui est le même que celui qui a été présenté par le ministère, simplement un peu plus détaillé sur les symptômes respiratoires. Pourquoi? Parce que dans un centre comme les centres GESIO, il y a beaucoup de patients qui viennent pour tuberculose. Il faut donc avoir en main des questions et qui nous permettent de différencier un patient qui a des problèmes de toux à cause du Covid ou qui a des problèmes de toux à cause de la tuberculose. Le plus souvent, heureusement, quelqu'un qui a la tuberculose, ce n'est pas une affaire aiguë, il a des symptômes depuis plus de 15 jours, donc ça va nous aider déjà à pouvoir screener. Il demeure une difficulté réelle, c'est que le patient peut aussi avoir une tuberculose et le Covid. Donc ça, c'est plus difficile à gérer, mais éventuellement, on va repérer au niveau des équipes qui s'occupent de tuberculose si on pense à une co-infection tuberculose-Covid. Dans ce centre pour la tuberculose, de toute façon, tout le personnel est déjà équipé avec des masques très protecteurs, on appelle les M95, et là, ils devront décider est-ce qu'on va orienter le patient pour une hospitalisation Covid ou est-ce qu'on peut le garder en ambulatoire. Alors, il y a plusieurs définitions de cas suspect. Le cas suspect, comment peut-on le définir? C'est un patient qui a donc une infection respiratoire aiguë, c'est un phénomène qui est apparu récemment, avec fièvre, toux, etc. Mais on n'a pas trouvé d'autres causes. On l'interroge, on ne trouve pas d'autres causes que potentiellement le Covid. Le cas aussi va être suspect lorsqu'il va nous dire qu'il a été en contact récemment avec quelqu'un qui avait lui-même le Covid. Ou bien qu'il a pris par exemple l'avion, et dans cet avion il y avait des gens qui avaient le Covid. Donc, deux notions, les signes qui font penser à une infection respiratoire aiguë, et puis la notion épidémiologique, est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui probablement avait le Covid? Maintenant, de toute façon, un patient qui arrive avec une infection respiratoire sévère, qu'il ait été en contact ou pas avec quelqu'un, ce patient, je l'ai déjà dit, les cas sévères, ils vont être orientés tout de suite vers les centres de niveau 2. Plus simplement, si on veut être très simple dans la définition du cas suspect, donc c'est quelqu'un qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des petits problèmes respiratoires et qui peut nous dire qu'il pense lui-même qu'il peut avoir le Covid parce qu'il a été en contact avec quelqu'un qui a été dépisté déjà comme étant un patient Covid-19. Maintenant, si on nous pose la question, c'est quoi un patient contact? Le patient a été en contact avec quelqu'un qui aurait pu avoir le Covid. Il faut en dire un peu plus. Donc cette personne contact, ça peut être quelqu'un qui donnait des soins, ça peut être un personnel de santé qui donnait des soins à un patient Covid. Ça peut être quelqu'un qui vivait dans la même maison, le même appartement qu'un patient qui s'est révélé avoir le Covid-19. Enfin, ça peut être quelqu'un qui a voyagé dans le même autobus où il y avait, on le saura après, 2 ou 3 cas de Covid-19. Voilà ce qui fait le contact, comme étant un contact pouvant être suspect d'avoir contaminé le patient. N'oubliez pas que nous sommes des médecins. Une fois que le prestataire de santé voit le patient, il doit s'intéresser aux autres pathologies
que peut avoir le patient. Donc, est-ce qu'il a des raisons d'évoluer peut-être vers une forme grave de Covid? Donc, j'ai déjà parlé des comorbidités. Est-ce qu'il a une immunodépression? Est-ce que c'est un patient, par exemple, qui est un patient connu VIH et qui a moins de 200 CD4, donc une mauvaise immunité? Ce sont là des facteurs qui peuvent le faire évoluer vers une forme grave. Enfin, on va terminer sur ces deux messages importants. C'est qu'au niveau donc du premier tri et du dépistage de cas suspects, nous avons vu qu'il y a deux tâches. Il y a une tâche permanente de protection du patient qui n'est que suspect. Il ne faut pas le mettre collé avec un patient qui a le Covid-19. Protéger le personnel de santé qui est l'un des plus souvent atteints par le virus du Covid-19. Et enfin, en même temps qu'on a cette tâche de protection, on a la tâche qui se dégage après avoir dépisté le patient, donc essayer de confirmer s'il a vraiment le Covid grâce à un prélèvement. Il faut le prendre en charge. Donc, si de gravité, il va au niveau 2, sinon on commence déjà un traitement symptomatique qui peut comporter déjà l'usage de l'oxygène si le patient a quelques troubles à respirer. Je pense que c'est tout. J'espère que cette première introduction vous aura permis de comprendre qu'il est important de discerner dans tout centre de santé le patient qui est un patient suspect de Covid-19 des autres patients. Et l'un des objectifs majeurs, c'est de ne pas mélanger des patients ordinaires qui n'ont rien à voir avec le Covid avec des patients suspects ou ayant le Covid-19. Donc, il faut bien revoir tout le circuit dans votre institution qui doit être proposé aux patients suspects de Covid. Merci de votre attention. Donc, aujourd'hui, c'était la première série de présentations. Je pense que la semaine prochaine, on va continuer avec les tests, les manifestations cliniques et encore la prise en charge. Et la semaine d'après, on parlera des moyens de prévention et les différents protocoles de recherche qui sont en cours. Nous remercions à l'assistance des différents hôpitaux à travers Haïti. Et on va prendre des questions maintenant si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, soit les écrire ou les. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour cette présentation. Je crois que ce sont des présentations qui ont lieu il y a plusieurs semaines déjà. On a quand même appris des choses. Ma question c'est maintenant par rapport à Haïti. Comment peut-on aborder cette situation? Vu qu'on fait pas assez de tests, on n'a pas eu vraiment de confinement, on ne fait pas assez de tests. Et les résultats donnés par le ministère de l'État cumulés sur plusieurs jours. Comment si on les tests cumulés sur plusieurs jours, on va les faire en 2 jours. Si je comprends bien votre question, c'est par rapport à la limitation des tests en Haïti. Donc, on ne fait pas assez de tests, on a vraiment de confinement. Et le résultat donné, on les tests cumulés sur plusieurs jours. C'est pas jours. Les cumulés sur plusieurs jours. Mais on va essayer de ça pour contrôler la situation d'Haïti épidémiologique. Donc,
un aspect tout à fait particulier et comme ils ont dit, pour pouvoir vraiment avoir une idée de comment dépister et faire les isolements et retracer, il faut faire les tests. Et nous comprenons que par rapport à ce que je vois sur le site du ministère, le nombre de tests qu'on peut réaliser en Haïti est limité. Autrement, il y a quelques semaines, ils pouvaient réaliser au moins pas plus de 400 tests par jour. Et je sais qu'il y avait des réunions pour pouvoir essayer de disséminer les tests à travers tout le pays. Mais ça, c'est un débat que le ministère ou le gouvernement doit se pencher pour savoir comment réaliser ces tests. Et il y a un problème d'intrants. Des fois, la machine pour réaliser les tests, les techniciens sont là, mais je pense que c'est un problème d'intrants. Parce que tous les pays où, normalement, on devrait trouver ces intrants, ils ont besoin de ces intrants pour pouvoir faire le test. Donc, et c'est une limitation qui est majeure. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, je pense qu'ils priorisent particulièrement à la force synotique pour pouvoir établir des cas suspects. Mais c'est toujours difficile, même avec les cas qui sont dépistés. Certains d'entre eux vont nécessiter une hospitalisation, mais la majorité, pour pouvoir faire l'isolement, le contact tracing, c'est difficile. Est-ce que vous-même, à Cap-Haïtien maintenant, vous avez la capacité de réaliser les tests? Malheureusement, malheureusement, on est en train de mettre des instituts sur place, les stabiliseurs, on fait les premières étapes, on voit les stabiliseurs. Et on peut prendre plusieurs jours avant d'avoir ces résultats-là. Donc, déjà avec la distance, cela va vous donner un retard et ceci également peut augmenter le niveau de stress ou encore la stigmatisation et pour les patients et pour les prestataires. Et donc, si vous devez collecter le spécimen au Cap-Haïtien, l'acheminer à Port-au-Prince, donc déjà vous allez perdre en moyenne 2 jours et cela prend en moyenne entre 24 à 48 heures pour pouvoir avoir un résultat. Et je comprends ces limitations. L'idéal serait d'avoir au moins dans toutes les villes, les chefs-lieux du département, d'avoir la capacité de réaliser les tests. Encore, je n'ai pas encore les dernières données par rapport à les réunions récentes qui ont été réalisées avec le gouvernement pour savoir comment ils vont procéder pour pouvoir répartir les tests à travers le pays. Si vous disposez de certaines données, d'abord, vous restez entre la phase ascendante, la phase de la phase ascendante de la courbe de la COVID-19 en Haïti. Si vous regardez même sur le site du ministère, le nombre de cas actuellement reportés à partir de ce lundi, c'est environ 6 000 cas cumulés. Mais cela ne vous donne pas en moyenne exactement jour par jour quelle est la quantité de tests qu'ils réalisent. Mais si vous regardez, on peut imaginer que le nombre de tests, jusqu'à 21 juin, il y a environ 11 000 cas suspects et environ 5 216 cas confirmés. Il y a des cas qui ont été prouvés par des tests spécifiques. Mais c'est sûr que vous allez voir dans différentes communautés, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils ont eu des malaises, des courbatures, des douleurs articulaires et encore des personnes qui vont être décédées subitement sans pouvoir avoir des tests de confirmation. Donc, le nombre de cas confirmés par rapport à la population est considérablement minime. Et ceci, c'est des limitations majeures que confronte le pays pour pouvoir réaliser le nombre de tests idéal. Et si vous comparez le nombre de tests réalisés en Haïti comparativement au nombre de tests réalisés à la République voisine,
c'est complètement inférieur, c'est complètement minime. Et ma question c'est deux cas le cas une classe. Maintenant on est à la fin du mois d'août maintenant. Est-ce que on est à la ascendante phase de maladie? Il est très difficile de vous donner une idée exacte sans pouvoir corroborer avec les tests réalisés. Si vous regardez la population haïtienne avec les tests réalisés, cela pourrait vous dire que le nombre de cas détectés, confirmés, est considérablement minime. Même avec l'estimation, les prévisions, on devrait avoir à ce moment en moyenne entre 20 000 à 30 000 cas confirmés. Et le problème, c'est même avec les cas confirmés, il est très difficile de faire les isolements ou encore les cas de dépistage en rapport avec les contacts. Je ne sais pas s'ils ont des protocoles ou encore ils ont l'idée pour faire des tests sérologiques qui pourraient vous donner une idée de l'état épidémiologique de la maladie. Mais si on se base uniquement avec les cas confirmés, cela pourrait paraître que la maladie est toujours dans la phase ascendante, mais même de façon empirique, si vous pensez avec les différentes communautés qui rapportent avec les syndromes, même sur le site du ministère, ils rapportent uniquement environ 11 000 cas suspects, c'est-à-dire que les gens qui se présentent dans les centres avec des syndromes qui pourraient évoquer le COVID-19. Mais le nombre de cas, même lorsqu'on était à 11 000 cas confirmés, ce serait complètement inférieur par rapport au nombre de cas qu'on espérait par rapport à la prévalence de la maladie couramment. Une dernière question. Est-ce que vous pensez de donner les résultats par quartier et de département? Pour les personnes qui sont musicales, comme on n'a pas de quartier, je laisse clinique ou bien l'histoire de contact, peut-être. Où le virus est vraiment département de ville être difficile pour vous avoir un dossier de dire que cette personne a été en contact ou non avec la maladie. C'est pas comme vous vérifier la façon de donner les résultats en Haïti. C'est une très bonne question. Je pense que ce soit au niveau du ministère ou encore au niveau du laboratoire national, je pense qu'ils ont cette information où on peut voir non seulement par département, mais aussi par ville. Et je pense que les différents directions départementales doivent avoir accès à ces genres d'informations pour pouvoir vous donner exactement la répartition ville par ville du nombre de cas confirmés. C'est par quartier, peut-être. C'est mieux. Je ne sais pas si ils vont pouvoir obtenir les informations par quartier. C'est sûr qu'ils ont dans les formes de remplissage, ils ont des informations en rapport avec la provenance des gens, mais je ne sais pas si c'est un élément stratégique pour ne pas pouvoir causer beaucoup de troubles. On peut aller jusqu'à retrouver par département, par ville et peut-être par institution sanitaire. Mais de vous donner l'information directement par quartier, parce que les tests en général sont réalisés au niveau des hôpitaux. Donc très probablement, si vous avez les chiffres par ville, vous pouvez imaginer la provenance ou encore par rapport à l'institution de référence dans cette ville. Et de vous donner l'information par quartier, parce que la personne peut habiter dans un quartier, mais le test a été réalisé dans un hôpital qui est peut-être 20 à 30 km d'après. C'est peut-être
le ministère ou encore la direction départementale, s'ils vont essayer de faire les cas de contact d'isolement, ils vont avoir cette information et dégager les rangs communautaires ou encore les membres de la famille pour pouvoir aller au niveau de ces quartiers et faire des renforcements. Mais de fournir la information par quartier, ceci peut être une arme à double tranchant qui peut causer beaucoup de dégâts, encore même mettre certains patients en péril pour pouvoir préserver leur identité. Merci. Et on va également publier sur le site, on va également vous fournir, nous avons des ressources qui sont de l'Organisation mondiale de la santé, du Center for Disease Control, qu'on peut également vous acheminer les liens pour pouvoir avoir accès à différents modules qui sont également en français et en anglais et en rapport avec le COVID-19. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie pour votre participation. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 8 h pour